je suis Mayolek et c'est la 100e. Non, ça ira, je suis trop vieux pour ces conneries. 100 vidéos à faire partager mes opinions, mes passions, mes coups de cœur et à gueuler à la moindre occasion. Ne faites pas comme si c'était la même chose. Je suis trop fort pour faire les liens. Cette prémisse est stupide. Ne frappe personne. Arrêtez d'être con! Et je n'en regrette pas une seconde. Mais pour compenser un peu ça, on va parler de ce qui me plaît le plus globalement dans les films Disney, leurs personnages. La force d'une œuvre narrative, pour moi, repose en premier sur les personnages, leur traitement et la façon dont on suscite l'intérêt du spectateur envers ces entités créées hors de la réalité. Les films Disney ont engendré de nombreux personnages chers à mon cœur. C'est ce qu'on va célébrer aujourd'hui, et pas avec des pincettes. Je vous présente mon top 100 des meilleurs personnages Disney. Je vous préviens, cette vidéo risque d'être un peu longue. Numéro 100, le chat de Chester. Ce personnage représente toute la folie que j'affectionne particulièrement dans le pays des merveilles. Il campe parfaitement la loufoquerie ambiante en sachant se démarquer par son statut presque tout puissant par rapport aux autres. Tout le monde est fou ici. Il a vraiment l'air d'être le plus conscient du côté grotesque de ce monde et il y prend part avec une facétie et un plaisir immense très notable. Visuellement parlant, il apporte les moments les plus mystifiants de ce film et il me fascine à chacune de ses apparitions. Numéro 99, Wendy. Je ne vais pas nier qu'elle a un côté passif assez ennuyeux tout le long du film, mais bon, le côté rétrograde, on va dire que c'était un impératif de la plupart des films de l'époque. Elle a malgré tout une excellente personnalité qui mélange bien le côté britannique posé et l'insouciance de l'enfance. Et c'est justement son évolution par rapport à cette insouciance de départ qui la rend plaisante à suivre au fil de l'histoire. Toutes les frasques qu'elle vit finiront par lui faire comprendre l'importance de grandir en amenant pas mal de moments plutôt touchants. Si je n'accroche pas plus que ça à l'aventure héroïque de notre personnage titre, je suis sincèrement pris par le développement global de son amoureuse. Squaw, rentre maison. Numéro 98, Robin des Bois. C'est un chic type, et un petit peu plus que ça quand même. Son histoire et son développement ne sont pas très profonds, et c'est pourquoi il n'a pas une meilleure place que ça, mais sa personnalité est très réjouissante. Il cherche vraiment à égayer la vie des gens dans cette période sombre du pays, et on sent bien sa résolution et son plaisir à le faire. En plus de ça, il fait preuve de beaucoup d'inventivité et de ruse, la plupart du temps, qui font de lui un très bon modèle. Et je sais que c'est une appréciation simple, mais c'est un personnage simple, bien réussi. Numéro 97, Helga Katrina Sinclair. Helga, un personnage très entaché par l'histoire mais dont le potentiel transparaît nettement. Le traitement de son personnage est assez discutable en fin de compte, mais malgré tout, elle en jette. Elle sait se battre, elle a de la répartie, elle est sexy dans tout ce qu'elle porte, et énorme point bonus, les autres persos secondaires l'énervent autant que moi. Emballe-moi tout ça, cowboy, et au galop. Couchez la bête. Maggie, mon petit, ton jeu, il reviendra pas. Bon, je te rappelle. Ça fait tellement plaisir de se sentir compris, même si c'est par un personnage fictif. Elle a une personnalité frappante qui pouvait promettre un excellent personnage de femme forte si on l'avait incorporé dans un bon film. Malheureusement, on l'a mise dans Atlantide, mais ça ne m'empêche pas de fantasmer sur ce qu'elle aurait pu être. Et sur d'autres choses aussi. Numéro 96, Anastasie. Troisième film en force. Anastasie se démarque assez peu dans le premier opus, mais elle a vraiment l'occasion de briller dans le sortilège de Cendrillon. C'est très intéressant de se pencher sur la mentalité d'un personnage de ce genre qui, au premier abord, semble assez unidimensionnel, mais dont les aspirations et influences gagnent beaucoup en profondeur une fois abordées. Anastasie cherche le bonheur, mais par l'influence de sa mère, pense qu'elle ne pourra l'avoir qu'en trichant. C'est cette approche en grande partie qui lui donnera cette piètre opinion de soi, mais c'est grâce aux bonnes influences qu'elle rencontrera qu'elle finira enfin par se respecter elle-même. Je veux qu'on m'aime pour qui je suis moi. C'est une bonne psyché de personnage qui apporte une rédemption très satisfaisante. Numéro 95, Timon et Pumba. Classique. Ils sont drôles. Bon, ce n'est pas que pour ça qu'ils ont cette place. Certes, ils forment un bon duo comique indissociable avec des personnalités qui se distinguent bien. Ils ont de nombreux moments mémorables que je ne vous citerai pas. Mais ils représentent aussi quelque chose dont peu de comiques de service peuvent se vanter, une véritable phase dans la vie du héros. En positif comme en négatif, je m'étendrai à ce sujet le moment venu, leur rôle a un vrai sens dans le cheminement central de Simba, avec un peu plus de subtilité que les gens ont tendance à le croire. Ça n'en fait peut-être pas les comiques de service les plus réussis, mais clairement les plus
significatif que Disney ait jamais fait. Numéro 94, le shérif de Nottingham. T'as vu mes compères qu'on ne saurait tomber plus à pic. Ah, je l'aime bien cette grosse fouine. J'en ai fraîchement parlé, ce personnage jongle très bien entre le salaud détestable et le méchant humoristique. Un peu comme Prince Jean en fait, mais d'une façon un peu plus filoute. Ça crée de bons moments forts, notamment avec Frère Tuck qui jongle entre le comique franc et l'horreur méprisable, en donnant une alternance très réussie entre le sale type qu'on déteste adorer et celui qu'on adore détester. Mais dans tous les cas, j'adore. Numéro 93, Thomas O'Malley. Là aussi j'en ai fraîchement parlé, Thomas O'Malley représente pour moi le seul vrai bon développement de personnage des Aristochats. C'est un beau parleur qui a la classe et les réactions les plus amusantes de tout le film, mais au-delà de ça, c'est surtout quelqu'un qui va apprendre au fur et à mesure à se créer une vraie attache, et pas juste bêtement amoureuse, mais complètement familiale. C'est une excellente évolution, bien marquée par rapport à l'image de Don Juan sans complexe qu'il renvoie au début. Et sa chanson est super cool. Et de ça, j'en suis vraiment fier. Ouais. Numéro 92, Pacha. Ah, le bon gars par excellence. Ce qui est intéressant, c'est que dans d'autres circonstances, ce personnage pourrait facilement être oubliable. C'est juste le gentil père de famille avec ses 2,7 enfants, ce qu'il est, je reconnais, assez original de voir dans un film animé Disney en tant que protagoniste, mais il est vraiment bien exploité dans l'histoire que le film met en scène. Avec toutes les choses qui lui tombent dessus et les nombreux choix moraux qui se forcent à lui, il arrive à avoir de nombreux passages assez prenants. Pourquoi moi? C'est très rare de faire de la comédie déjantée autour d'un personnage aussi terre-à-terre de base, et je trouve que ça amène une certaine fraîcheur. Entre les délires humoristiques et les moments touchants, ce personnage assez simpliste à la base parvient sincèrement à me laisser une marque. Numéro 91, Ben. Je m'en fous de ce que tout le monde dira, ce personnage est super marrant. Son côté envahissant crée une excellente dynamique avec le héros principal, il a de nombreuses répliques cultes à mes yeux. Forme de vie primitive, viens enfin me sauver les miches. Oh le pied, le délire, je t'adore. Fais-moi un gros câlin, chérie. Et surtout, je le trouve parfaitement intégré à l'histoire. Il ne représente peut-être pas une grande face pour notre protagoniste comme Timon et Pumba, mais c'est un intervenant pivot de l'intrigue. Il est ce qu'a laissé le capitaine Flynn qui permet de mieux comprendre comment le trésor a été caché et surtout l'état d'esprit que ce dernier avait avant de partir. Et tout ce temps passé seul a fait de lui un maladroit social qui ne reconnaît plus bien les limites de l'intimité. Scénaristiquement parlant, son personnage est totalement sensé, et personnellement c'est un comique de service tout à fait réussi. Numéro 90, Mitaine. Bon, son nom est plutôt naze, mais le reste s'en sort bien. C'est le seul personnage du film qui arrive vraiment à me plaire, enfin l'un des deux seuls. Sa personnalité acerbe et piquante parvient à compenser le côté tête de nœud de notre héros central. Je trouve qu'il commence à y avoir un peu trop de cinglés dans cette équipe. Je ne peux en supporter plus d'un. Mais surtout, on justifie très bien comment elle s'en est retrouvée là, avec la frustration et le désenchantement que sa vie lui a apporté. Ça s'incorpore très bien dans l'histoire centrale assez passable du protagoniste, et ça aide à rendre l'expérience du film un peu plus acceptable. Cela dit, je pense qu'elle a été assez fortement influencée par... Numéro 89, Ange. J'ai un peu hésité pour l'ordre de ces deux places. D'un côté, Ange précède Mitaine, de l'autre, si Mitaine se farcit le chien neuneux, c'est par obligation et pas par attirance incompréhensible. Cela étant, je trouve qu'ils ont davantage appuyé le drame autour de la situation d'Ange et c'est ça qui la rend légèrement supérieure. Je me suis déjà étendu sur le côté très touchant de ce qui l'a amené à perdre foi en l'homme et à plusieurs moments c'est parfaitement illustré, alors que Mitaine n'a réellement qu'une scène pour briller autour de ça. Il n'empêche que l'une comme l'autre sont des personnages désabusés très attendrissants à la personnalité marquante qui parviennent un peu à rehausser des films assez médiocres en soi. Numéro 88, le printemps. Le printemps est qualifié la belle saison. Qui se souvient encore de cette chanson? En plus d'être magnifiquement dessiné, la passion et la peine de cet être se fait ressentir à chaque seconde d'apparition. Ce segment de Fantasia 2000 est un exemple parfait de narration visuelle, et l'elfe du printemps centralise tout ça. Ses pouvoirs claquent, et chacune de ses émotions au fil de l'histoire est retransmise au spectateur de façon superbement exacerbée. La seule chose qui l'empêche d'être mieux classé que ça, c'est la courte durée de l'oiseau de feu. Mais c'est peut-être pas plus mal qu'on n'ait pas fait un long métrage autour de ça, parce qu'on a déjà vu ce que ça donnait. Numéro 87, Naveen. C'est merveilleux, non? Naveen est le jeune prince Don Juan insouciant qui ne veut pas faire d'efforts, mais grâce à l'influence de notre héroïne, il apprendra à prendre les choses au sérieux pour épauler celle vers qui tend son cœur. Le traitement du personnage est somme toute assez simple, mais il est fait très efficacement. Sa personnalité de départ est assez amusante pour accrocher le spectateur, et son évolution au fil du film se fait de façon très naturelle et fluide, excepté un ou deux moments. Ça crée du développement basique mais excellemment mis en scène qui nous accroche de façon très effective. Numéro 86, Baloo. Là, c'est un peu l'inverse, le traitement du personnage est assez compliqué
complexe et très intéressant malgré une mise en scène assez pauvre. Je le maintiens, le lien affectif entre Baloo et Mowgli met trop peu de temps à s'instaurer. Ce qui est dommage, car à part ça, on ressent sincèrement la tâche de cet ours jovial envers ce petit gamin et l'éventail d'émotions qu'il affiche dans les différentes épreuves qu'il vit avec lui et les décisions dures qu'il doit prendre. Oui, même dans le deuxième film, il offre de très bons moments légers en tant que bon vivant et de très bons moments d'émotion dans son statut de père de substitution qui le rendent véritablement marquant. Oh mon Dieu, ce que c'est bon de vivre! Même si je n'accepterai jamais complètement qu'on puisse nouer une relation père-fils comme ça en l'espace de 10 minutes. Numéro 85, Jasmine. Même si je lui pardonne moyennement ces quelques moments cruchasses, je trouve que c'est un personnage d'amoureuse qui s'affirme majoritairement très bien. J'apprends vite. Elle sait lutter pour elle-même, elle sait réagir vivement quand il le faut, elle affiche un amour-propre remarquable durant le film. C'est ce qui rend sa scène avec Jafar à la fin d'autant plus méritante. J'ai un énorme respect pour l'abnégation dont elle fait preuve à ce moment-là. C'est un des plus grands instants de courage que j'ai pu voir dans un film Disney, et ça joue énormément sur sa place dans ce classement. Et à nouveau, le côté sexy ne gâte rien. Numéro 84. Le fétide professeur Rattigan. En dépit du fait que ses motivations manquent clairement de profondeur et même de cohérence, je ne nie pas une seconde que c'est un méchant très jubilatoire dans sa vilainie. Oh, c'est si beau d'être méchant. Sa façon faussement sophistiquée d'interagir avec les autres ne manque pas de panache et on joue très efficacement sur le fait que ça veut cacher un côté brut naturel qui fait assez froid dans le dos. Le passage où à la fin il laisse complètement ressortir sa vraie nature donne vraiment de quoi avoir peur et amène une confrontation très intense, si on ne compte pas la résolution un peu au petit bonheur la chance. C'est un excellent mélange de plaisir sophistiqué et d'angoisse véridique. Numéro 83, Stitch. Bon, pour cette franchise, on va surtout compter les deux films principaux, vu que les personnages sont surtout une extension light d'eux-mêmes dans la série et les téléfilms. Stitch est une mascotte assez fun, avec son côté désaxé, sans gêne, qui tient pas en place, ça le rend assez drôle. Mais je ne vous cache pas qu'à la longue, ça a fini par me lasser un peu. Heureusement, les films offrent bien plus que ça. De par son statut de création de laboratoire, Stitch traverse une véritable crise identitaire. Dans le premier film, c'est de savoir où trouver sa place quand il ne peut pas accomplir ce pourquoi on l'a programmé, et dans le second, c'est son incertitude à être fiable en tant que personne. C'est amené de façon un peu forcée par le scénario, je le reconnais, mais il n'empêche que ça offre de très bons moments touchants autour de la condition de Stitch, qui sont hautement exacerbés par les liens très forts qu'il va tisser avec sa famille d'accueil fortuite. C'est un dilemme de personnage assez déconnecté de la réalité, mais qui parvient à en compléter un autre totalement réaliste, et c'est en grande partie en ça que je trouve ce film fascinant sur son principe. Et ça nous sert à un héros peu commode qui arrive étonnamment à beaucoup émouvoir. Numéro 82, Philoctète. Dans un genre similaire, mais un peu moins extrême. Phil est un satire assez ridicule en apparence, mais qui parvient à ne pas l'être trop excessivement pour que ça reste drôle. Qu'est-ce qui se passe? T'as jamais vu de satire, ma poule? Il a de nombreuses répliques cinglantes qui appuient bien toute son expérience et son vécu qu'on insinue durant tout le film. Le fait d'avoir enchaîné les échecs en fait un cas de mentor particulièrement original, dont on joue beaucoup sur le côté comique, mais dont on perçoit aussi le côté aigri de façon assez attendrissante. Son lien avec Hercule en devient renforcé, et ça donne au spectateur la satisfaction de ne pas voir qu'un seul accomplissement à la fin du film. Même si c'était peut-être un bonus de trop, Aphrodite. Qu'en penserait Héphaïstos? Numéro 80, Kinaï. Un genre de héros que j'affectionne, vous le remarquerez, c'est le sale type qui doit apprendre à changer diamétralement ses façons via les épreuves qu'il traverse. Kinaï correspond à ce portrait, il est impétueux, irréfléchi, et son comportement sera le battement d'aile qui va engendrer une énorme tempête de drame. Et en devant répondre des conséquences de ses actes, il apprendra à adopter un nouveau point de vue et à vraiment respecter le totem qui le caractérise, l'amour, qui prendra un sens bien moins gnangnan qu'il n'y paraît. Sans blague. C'est mis en scène avec un compagnon forcé de façon très intelligente, si on ne compte pas les blagues moisies toutes les minutes, et ça nous offre une progression de personnage très forte qui se termine par une conclusion très satisfaisante. Numéro 80, Mulan. Même si je trouve qu'on a tendance à l'idolâtrer un peu trop, Mulan reste un très bon modèle féminin. Celui de la femme qui se soulève contre un système injuste en contournant les règles et pour des raisons personnelles très bien amenées dans les 20 premières minutes de film. Son attache envers son père est très touchante et permet au spectateur de comprendre parfaitement ses convictions. Je l'ai déjà dit, le film arrive très bien à ne pas la dépeindre que comme une représentation lambda du girl power. On instaure une personnalité légère et réfléchie chez le personnage qui permet de l'apprécier en tant que tel avant de l'apprécier en tant que modèle. Ce n'est pas la personnalité la plus étoffée qui soit à mes yeux, mais elle reste très attachante et apporte de nombreux moments mémorables au long du film, en partie grâce au contexte bien mis en place. Vous savez ce que c'est quand il vous vient ces pulsions viriles. Numéro 79, Chicken Little. I am the champ.
Bien entendu que j'allais compter Laurent Dutch 2 fois, le pauvre gars se fait tellement descendre qu'il mérite un break. J'aime beaucoup le côté hyperactif du personnage, qui amène plusieurs moments à faire sourire sympathiques, ainsi que toute sa tourmente autour de son statut social et filial tout le long du film. Certes, c'est amené via une ambiance mesquine très discutable, mais le positif là-dedans, c'est que ça amplifie la peine qu'on a pour ce personnage complètement affligé par la perception des gens. Et les efforts qu'il tente de faire pour rattraper ça, la peur de retomber, le besoin de confirmation de la part de son père, tout ceci fait ressentir une préoccupation et un attachement légitime envers ce petit poulet. Numéro 78, Abby. Et je m'attache à peu près autant à elle. Elle aussi a son côté hyperactif bien à elle qui la rend assez rigolote par moments, mais ce qui la démarque vraiment, c'est son application à être un soutien. Elle veut aider Chicken à aller mieux, elle essaye de l'influencer pour que sa vie s'arrange, même quand c'est pas forcément le moment. Elle veut le plus possible être là pour lui sans en laisser trop paraître la raison principale, et je trouve ça particulièrement mignon. Tu es plein de ressources, tu es drôle, tu es très mignon et... Mignon? Tu veux dire beau? Et un énorme point bonus pour avoir fait un personnage d'amoureuse qui n'est pas un modèle de beauté. C'est avec ce film que je me suis rendu compte qu'un perso féminin pouvait être intéressant et moche, sans être une méchante. Numéro 77, Rémi. Est-ce qu'il aurait mérité d'être sans famille, lui? Je ne sais pas. Oui, j'avais oublié de faire cette référence moisie dans ma critique du film, fallait au moins que je la fasse là. Rémi a une personnalité très colorée, que ce soit dans son amour inconditionnel, voire maladif pour la cuisine, et ses délires hallucinatoires très amusants. C'est ton restaurant, fais quelque chose! Que veux-tu que je fasse? Je ne suis que le fruit de ton imagination. Ce qui le rend vraiment captivant, cela dit, c'est ce qu'il représente, l'artiste qui peut surgir de n'importe où. Sa passion et son talent sont 100% sincères et le mènent à aller aussi loin qu'il le souhaite grâce à des circonstances favorables et une volonté admirable. C'est une vision très singulière mais à la fois attachante de Success Story. Numéro 76, Flash McQueen. Et un nouveau connard qui se rachète, hein? Flash est un petit prétentieux qui se laisse emporter par son talent et son succès sans penser aux autres. Et en devant répondre des conséquences de ses actes, il apprendra à adopter un nouveau point de vue en s'ouvrant davantage aux problèmes des autres et en respectant ce que les anciennes générations lui ont apporté. Là aussi, ça crée un très bon arc de personnage qui joue plutôt bien sur l'univers des peints et qui fait apprécier Flash à plusieurs niveaux. Au début, son comportement imbu de lui-même le rend légèrement amusant par moments et appuie le côté solitaire qu'on précise à un moment donné. Et au fur et à mesure qu'il passe de solitaire à solidaire, il devient de moins en moins amusant, mais de plus en plus attachant. Ça crée une sorte de transfert assez particulier qui rend ce personnage plutôt intéressant. Numéro 75, John Smith. Le gars parfait dans toute sa splendeur. Du moins, c'est ce qu'il laisse paraître au départ, parce qu'en plus d'avoir une certaine classe, il affiche une lassitude assez palpable de par son expérience. J'ai vu des centaines de nouveaux mondes, Thomas. Pourquoi veux-tu que celui-ci soit différent ? À croire qu'il a commencé à faire de l'exploration à l'âge de 12 ans, ce qui lui donne une nature curieuse et aventureuse tout à fait prenante le long du film, qui se mariera très bien au caractère de notre protagoniste. La passion qu'il affiche en découvrant ce nouveau monde vraiment dépaysant et ce qu'il a à offrir, si vous voyez ce que je veux dire, a créé un très bon contraste avec son côté blasé de départ. Passion très bien mise en avant par sa propension aux bonnes réparties et sa noblesse d'esprit très louable au fil de l'histoire. Un très bon parti Pocahontas, je vois mal comment on pourrait ne plus vouloir être avec ce genre de mec. Numéro 74, Maléfique. Je maintiens que sa backstory inexistante et ses motivations basiques me posent un léger problème. Mais en dehors de ça, c'est la classe incarnée. Chacun de ses mouvements, chacune de ses intonations est fait avec une prestance diabolique délectable. Quand quelque chose la contrarie, sa colère se ressent, et quand quelque chose l'égaye, sa jubilation est effroyablement palpable. Et dans les deux cas, elle fait froid dans le dos. C'est une méchante qui aime être méchante et dont on prend vraiment son pied à la voir être méchante. Je n'aurais pas été contre quelque chose en plus en dehors de ça, mais ça suffit déjà amplement pour mériter une place dans cette liste. Numéro 73, Cruella d'Enfer. Ce qui la rend légèrement supérieure à sa camarade juste nommée à mes yeux, c'est qu'elle a un but bien présenté, une obsession de la mode très haut perché qui la définit pleinement durant le film. À la fois physiquement avec sa corpulence squelettique au point de paraître 3 fois plus large en portant ses manteaux, et mentalement où elle éprouve un dédain très caractérisé pour tout ce qui sort de son centre d'intérêt, et où elle n'a aucun scrupule à aller aux pires extrêmes pour avoir ce qui lui fait envie. Oh, comme vous voudrez, le poison, une pierre au cou, ou fendez-leur le crâne. Ça nous donne une grande méchante inoubliable et imposante dans son caractère qui peut être des fois amusante, des fois détestable et des fois traumatisante dans son obsession. En tous les cas, elle est toujours marquante. Numéro 72, Doppler. Oui, attendez-vous à en voir des personnages de la planète au trésor. Doppler est le cas type de l'adolescent, l'adulte qui, malgré ses capacités intellectuelles confirmées, n'a pas su se responsabiliser réellement. L'aventure vers laquelle il se sent appelé est une occasion pour lui de se découvrir à plusieurs niveaux et d'évoluer à travers
travers maintes épreuves, notamment en trouvant l'amour. C'est un bon parcours de héros, classique, mais je trouve ça d'autant plus intéressant que ça arrive à un personnage secondaire. De ce fait, on le voit déjà un peu moins venir au tout début, mais ça permet aussi à nos pleurs de briller de plusieurs façons dans les rôles souvent attribués au soutien. Et je trouve qu'il y excelle bien, c'est un assez bon comique de service par moment, un bon renfort de connaissances et un bon héros de second plan. Parce qu'on a très bien suggéré ce parcours de personnage en le donnant à quelqu'un qui n'y a pas souvent droit. Godelbert! Numéro 71, Dory. J'apprécie beaucoup la façon dont on joue sur le côté plus ou moins involontairement comique de sa situation, sans jamais la rabaisser à une simple blague. Ses pertes de mémoire, couplées à sa personnalité légère, amènent de nombreuses scènes humoristiques très réussies. T'as un problème, petit? Qu'est-ce que t'as? Mais ça n'enlève aucun poids au fait que sa condition est dramatique et c'est dosé excellemment dans le monde de Nemo. Bon, un peu moins dans la suite où elle est devenue le nouveau Jésus, mais même là on arrive à créer de très bonnes scènes autour de son état et à quel point ça l'apaise en gardant le côté léger qui la caractérise. C'est une caractéristique de personnage qui n'est pas des plus simples à gérer et la majorité du temps on le fait de main de maître en nous faisant ressentir une vraie empathie pour cette joyeuse amnésique.